Eh bien, bonjour Marie. Bonjour Catherine. Merci de m'accueillir chez toi pour cette petite interview. Avec plaisir. Donc, ça faisait un petit moment que je voulais t'interviewer parce que je trouve que ton parcours, il est intéressant. C'est assez atypique parce que tu as plusieurs cordes à ton arc et que en mettant toutes ces cordes, tu as vraiment, j'ai l'impression, suivi tous les élans, tout ce qui t'animait, tu es allé vers et tu arrives à mener... j'ai pas envie de dire de front parce que c'est pas une bagarre, mais plutôt peut-être fluidement toutes ces casquettes que tu as aujourd'hui. Donc d'abord, tu es coiffeuse. Oui, c'est ça. Tu as un salon de coiffure à Saint-Quentin-en-Mauges. Ouais. Voilà, et peut-être un jour un autre en projet. Oui, il y a un projet. Voilà. Et dans ce salon de coiffure, déjà, tu proposes beaucoup de bien-être. Tu as ce souhait d'accompagner les gens dans le bien-être avec des produits naturels, bio, il me semble. Oui, c'est ça. On a une partie 100% bio, végétale, qui est Couleur Gaïa, qui est une marque qui est née ici, à Beaupro. D'accord. Et donc, du coup, ça me tient à cœur de continuer avec Couleur Gaïa parce que ça reste local. En plus, de plus en plus, ils vont fabriquer près de chez nous. Donc, ça, c'est chouette. Okay. Et on a une autre marque qui est italienne et qui est en agriculture biodynamique. D'accord. Donc, on voit beaucoup ça dans les vignes en France. Ça commence à se voir dans d'autres vergers. Mais eux, en tout cas, ils maîtrisent bien et ça permet d'avoir une autre marque qui donne accès à du chimique mais raisonné. Ok. Et dans ton salon de coiffure, tu proposes aussi des temps de bien-être avec certains soins spécifiques. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler ? Ouais. Alors nous, on est formés avec Agile Essence, donc qui se trouve à Valette et maintenant Saint-Seb. Delphine, elle nous a formés au massage ayurvédique de la tête. Donc nous, on fait principalement en position assise parce que on reste un salon de coiffure et du coup, j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la position assise pour un accès au bien-être parfois un petit peu plus accessible. On reste habillé, on n'est pas allongé en cabine où des fois ça peut mettre des freins. Et puis ça permet de goûter à une autre détente en restant assis. Tu l'as testé. Oui. Et du coup, je trouve qu'on est dans une autre détente, un peu plus en conscience. Et donc de masser la tête principalement parce qu'on reste des coiffeuses. Oui. Et oui, pour l'avoir testé, c'est vraiment un moment vraiment très très agréable. Et même s'il y a du monde autour, on oublie complètement. Et puis tu es très présente dans ce que tu fais, donc c'est vraiment... oui, on se sent coucouné. Et alors après, les cheveux sont magnifiques. Enfin, moi, je me souviens que le premier soin, même il s'était éclairci mes cheveux, c'était impressionnant. Ouais. Les enfants pensaient que j'avais fait une couleur. La magie des huiles. Voilà. Ouais. Et oui, on sent vraiment en tout cas qu'il y a une prise en soin, il y a un souhait de ta part. Alors, j'ai vu une de tes collègues, je ne sais pas si vous êtes deux ou plus. On est trois vous êtes à Saint-Quentin. D'accord. Et on sent qu'il y a une vraie envie de faire du bien aux gens qui viennent dans votre salon. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie qui était dans la même dynamique que moi, même si les premières années on était engouffrés dans un rythme très effréné de salon de coiffure classique. Et du coup, très vite, on s'est formé vers plutôt pour tendre vers une autre organisation. Et donc on est tombé sur des gens très chouettes qui nous ont montré un autre chemin. Et puis du coup, toutes les deux, on était déjà là-dedans à titre personnel, de trouver de la qualité de vie. Oui. Et après, Fantine, elle a rejoint l'équipe en BP, donc elle était bébé coiffeuse, et puis on l'a formée, et puis je me suis dit, de toute façon, après tout, elle n'est pas obligée, peut-être qu'elle restera dans du traditionnel. Et puis en fait, au fil des années, je pense qu'elle a goûté aussi à ça, et puis on est toutes les trois maintenant un peu dans la même énergie. Et toutes les trois, on propose du massage de la tête. Et on trouve que vraiment, ça nous donne une parenthèse aussi dans notre quotidien de coiffeuse où on va enchaîner parfois les coupes de cheveux, les couleurs, etc. Même si aujourd'hui, on tend vraiment à avoir moins de clients sur une journée pour avoir du temps.
Mais le massage, ça fait vraiment une pause pour la coiffeuse aussi. Ça fait du bien à tout le monde. Ouais. C'est ça. Ouais. Et c'était votre souhait, à travers ces soins et ce temps donné, de permettre aux gens aussi d'avoir accès à une autre qualité de vie pour eux? Ouais. C'était l'idée, c'est de faire vraiment une pause dans notre rythme effréné de la vie quotidienne à l'heure actuelle, en 2024. Je crois que la période Covid a fait que accentuer ce souhait de vouloir revenir à quelque chose d'authentique, à quelque chose de simple mais de qualité. Et de sortir un peu... moi en tout cas, dans mon chemin personnel, ça m'a vraiment... je me suis mise à côté un peu de tout ce qui était apparence. Et du coup, pour moi, mon métier avait pris une dimension un peu trop artificielle, je m'y retrouvais plus. Et où vraiment ça a amené à aller vers ça, vers la prise en charge de la personne en entier. Et de faire du salon de coiffure aussi un lieu ressource, comme on peut avoir d'autres endroits, mais que le salon de coiffure puisse être aussi un lieu de pause. Ouais. Et puis de trouver vraiment un rendez-vous de qualité. D'accord. Oui, et puis à une époque, les salons de coiffure, c'était aussi un lieu de rencontre où les gens se retrouvaient, il y avait quelque chose de chaleureux en fait. Oui, on n'était pas forcément à chercher la coupe ultra hype. C'est clair. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert il y a 11 ans, c'était ma direction, c'était la convivialité. Je suis dans un milieu très rural. Je savais que ça tenait à cœur aux gens de garder ce service et où je voulais vraiment le partage aussi des gens. Et c'est très chouette, c'est très chouette d'avoir fait ça. Maintenant, on tend peut-être un peu plus à cloisonner pour ce côté un petit peu repos, mais en gardant ça, le lien aux gens. Parce qu'on voit d'ailleurs avec le massage assis, le fait de ne pas être dans une cabine fermée, et ben on va voir la personne d'à côté qui va regarder, qui va dire mais c'est chouette ce truc, moi j'aimerais bien aussi le faire. Et du coup ça crée la discussion entre les gens. Ok. Bon, en tout cas c'est un beau parti pris, surtout dans ce milieu des Mauges, voilà, d'amener quelque chose d'autre aux habitants. Oui, et à Saint-Quentin, et ça fonctionne. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses, la coloration végétale, quand je l'ai amenée, même s'il y avait des communes autour qui le pratiquaient, très peu on en avait entendu parler. Et aujourd'hui, on fait peut-être 80% de coloration végétale. Ouais. Donc c'est bien, vous avez réussi à gagner votre pari avec ça. Ouais, je pense. Et alors, à côté de ça, tu as ce salon de coiffure, et à côté, tu es aussi doula. Ouais. Donc c'est marrant, on a l'impression que c'est un peu comme un grand écart, et peut-être pas en fait. Moi-même, je le pensais. Moi-même, quand j'ai commencé à regarder les formations et à m'inscrire, ma première formatrice, je lui ai dit, écoute, j'ai très envie, mais je vais être l'extraterrestre du groupe, je suis coiffeuse, j'ai jamais eu un orteil dans la périnatalité. Et elle me dit, non, je t'assure, tu vas avoir, dans le groupe, ça vient de tous horizons. Bon, donc du coup, je me suis lancée. Et j'ai eu ce sentiment d'être un peu, dans mon entourage, d'être un peu farfelue, à tout d'un coup prendre un virage à 360. Et en fait, au fil de ma formation de doula, j'en ai fait 2, au fil de ma formation de doula, en fait, je me disais, mais c'est pas comme si j'apprenais rien, parce que j'apprenais plein de choses, mais c'était déjà une posture que j'adoptais des fois au salon. Et je me disais, mais c'est dingue, parce que je m'étais pas imaginé que je ferais le parallèle comme ça aussi facilement. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que le métier de doula pour les personnes qui ne connaissent pas ? Alors, une doula, c'est une personne qui se met au service du couple ou de la famille au moment de la naissance, principalement. Et il y a aussi toutes sortes de doulas aujourd'hui, parce que le fait que le métier de doula se développe en Europe, ça a pris plein d'horizons. Il y a des Tana doulas, il y a des personnes qui s'occupent que des fins de vie et qui sont doulas pour les fins de vie. Il y a des doulas qui font les deux.
Et donc du coup, en tout cas, l'essence de la doula, c'est d'être là au moment de la naissance pour une famille dans un continuum avant, pendant et après. Ok. Pour être entourée d'une personne de confiance et de pouvoir mener son projet de naissance le plus en accord avec ce qu'on souhaite. Et au-delà de ça, je dirais même aussi de garder son pouvoir, parce que dans notre société moderne, avec une surmédicalisation parfois, eh bien, garder son pouvoir de femme et de parent quand on met naissance aujourd'hui, on dirait pas, mais C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Oui. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers cette profession de doula, vers cet accompagnement autour de la naissance? Eh bien, d'abord, la naissance de ma première fille, Eugénie, qui a été le tsunami dans ma vie, qui a distribué beaucoup de cartes. Et où là, moi, je pense que je suis vraiment née. Moi, on parle de la matrescence, mais j'y crois fort parce que je l'ai vécu. On naît en tant que maman, on renaît en tant que femme au moment de la naissance. Et je l'ai tellement vécu fort que du coup, je me suis questionnée. Comment ça se fait que je me suis sentie aussi seule, j'ai eu le sentiment vraiment de tout reconstruire. Et en fait, je me suis dit, mais on peut pas y arriver seule, c'est pas possible. Et où j'étais seule dans ma maison, là, sur ce canapé, où je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un truc, et en fait où j'ai réalisé que bah oui, en fait c'est récent ça, où on est seul dans sa maison avec son bébé, parce qu'avant on avait la maman, la grand-mère, la tantine qui était là pour oui, il y avait un groupe social autour de la maman. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire des recherches. Moi j'avais un bébé en plus avec un RGO interne qui a fait que pleurer jour et nuit au début. Un RGO interne. Un RGO interne, c'est un reflux gastro-œsophagien interne, donc un bébé qui était très en souffrance et où j'étais peu écoutée, trop peu écoutée. Je rentrais chez moi sans solution. Donc j'ai fait des recherches et là je suis tombée sur des groupes, des forums de parents qui avaient vécu ça. Et puis après, à la longue, des solutions telles que les doulas qui pouvaient être en soutien au retour à la maison. Donc voilà, j'ai commencé à suivre des comptes sur les réseaux. Et puis c'est tout. J'en faisais vraiment quelque chose... je me suis vraiment penchée sur le sujet à titre personnel pour... plus aucun parent ne vive ça, quoi. C'était vraiment se dire mais c'est plus possible, faut en parler parce que c'est trop dur et c'est trop silencieux dans notre société. Ce phénomène de postpartum qui est intense et qui est trop peu soutenu. En fait, on a plein de choses, il y a les sages-femmes libérales, il y a plein de choses autour de nous, il y a les pédiatres, mais pour autant les consultations restent courtes parfois et donc il y a vraiment besoin d'autres soutiens, je pense. Oui, puis les femmes aujourd'hui ont cette injonction d'être et des bonnes mères, et des bonnes travailleuses, et des bonnes épouses, et de bien tenir la maison, et puis tout ça sans faire postpartum. Voilà, pas de dépression, s'il vous plaît, madame. Complètement. Voilà, et puis tu fais tout ça toute seule. Ouais, ça, et aujourd'hui, les chiffres ne font qu'augmenter, d'ailleurs, de dépression et de suicide. Je crois que c'est la première cause de mortalité chez les femmes, c'est le suicide en postpartum. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc, aujourd'hui, il y a plein de choses, plein de solutions, mais pour autant, je crois que les familles se sentent très seules. Et c'est notre société moderne qui crée ça. Et oui. Donc, les doulas sont une solution aussi pour pouvoir... être moins seule quand on retourne chez soi, maman avec un bébé, de se sentir accompagnée, d'avoir quelqu'un qui écoute, qui accompagne. Tout à fait, ça peut faire partie du village, de la famille, quoi, un soutien supplémentaire, quelqu'un qui va venir soutenir, tant le corps que les émotions, que la fatigue. Et ça peut être aussi très pratico-pratique en postpartum. Ça peut être venir avec des plats, venir plier 2 bassines de linge. Ça peut être simple en postpartum. D'accord. Et tu accompagnes aussi les accouchements? Et j'accompagne aussi les accouchements. Alors ça, c'est venu dans un second temps, je dirais, même que la prise de conscience, là, elle est assez récente sur ça, parce que au début, je me disais,
Ouais, j'adore ce qu'incarne une doula, mais je crois que je ferai pas les naissances, c'est pas ma partie. Et puis en fait, au fil de ma formation, au fil de mon expérience, eh ben, je me suis reconnectée à ce qu'était vraiment une doula. Et une doula, c'est ça, c'est d'être là avant, pendant et après. Et j'ai fait l'expérience, et c'est très chouette d'être là aux côtés du couple qu'on a commencé à connaître. Et puis pour le couple, d'avoir cette personne de confiance qui est là depuis le début, en fait, qui connaît l'histoire et qui continue de suivre l'histoire. Et aujourd'hui, quand on accouche en maternité, on ne sait pas sur qui on va tomber. Ça va être l'équipe qui est en service, ça va être l'équipe du jour, et c'est pas pour autant que c'est les professionnels de santé qu'on a rencontrés au 8e, 9e mois. C'est l'équipe qui est en place à ce moment-là. Et donc, la doula, comme elle est là, ça permet d'avoir toujours cette personne de confiance et de se sentir écoutée, respectée dans ses choix. Et la doula, elle peut donc elle est avec le couple et elle est à côté de la médecine. Donc, elle a vraiment cette place qui est parfois difficile à percevoir, mais qui va être là en faisant le lien entre les gens, en fait. De pouvoir parfois faire entendre la voix du couple quand c'est trop difficile dans le milieu médical, et du coup d'amener aussi les personnes qui sont là en place dans le service à peut-être s'adapter un peu plus au couple et de se dire oui, en fait c'est possible autrement, et de sortir un peu du protocole classique qui est très aujourd'hui rigide et maîtrisé, surmaîtrisé, et qui va amener parfois des interventions qui vont mettre le bazar dans les processus naturels de la naissance, et qui vont amener encore plus de complications, alors que si on laisse faire et qu'on préserve l'intimité du couple, en soi, si tout va bien, il n'y a pas besoin d'intervention. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays d'Europe où, je sais qu'en Angleterre, en Hollande, quand tu accouches, tu appelles l'hôpital qui t'envoie la sage-femme pour accoucher chez toi, et tu vas à l'hôpital si tu as un problème. Ouais, tout à fait. Il y a des pays, qui en fait, la prise il n'y a pas de service il n'y a pas de séjour en maternité pris en charge. Par contre, ils ont quelqu'un qui est là au moment de la naissance et après. Et pendant une 8aine de jours après, ça c'est pris en charge par l'État. Il y a des pays qui font ça où du coup ça pose aucun problème d'être hors structure médicale. C'est ça. Et il y a une étude qui a été publiée il y a peut-être une 20aine d'années aux États-Unis qui montrait en fait les risques liés à l'accouchement. Et en fait, là où ils observaient le plus de problématiques, c'était dans les endroits très interventionnistes, donc beaucoup d'hôpitaux, de cliniques où ils intervenaient beaucoup. Là où il y avait le moins de problèmes, où ça diminue un peu, c'était dans les cliniques ou les hôpitaux où on est moins interventionniste, on laisse un peu plus faire les parents, enfin un peu plus comme si c'était à la maison. Et là où il y avait le moins de soucis, c'était dans les accouchements à la maison, encadrés donc par une doula, parce que ça fait quand même quelques années que ça existe dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, et puis sous d'autres noms dans plein d'autres pays d'ailleurs, hein, et ou avec des sages-femmes qui viennent faire les accouchements à la maison. Et évidemment, c'était au prorata du nombre de naissances qu'ils avaient fait l'observation, et qui montrait qu'effectivement, plus il y a de l'intervention, plus on crée du risque. Bien sûr. Parce qu'on crée de la peur aussi. Ouais. Et puis toujours cette maîtrise, et on veut maîtriser. Et en fait, en voulant maîtriser, ne serait-ce que les dates, aujourd'hui c'est un vrai problème. Ne serait-ce que les dates, et on laisse plus faire, on provoque, alors que si on laisse faire, depuis que le monde est monde, ça vient. Les femmes enfantent. C'est ça. Et surtout qu'en plus en France on a statué sur 9 mois de grossesse, parce que ça tombe pile poil sur les 42 semaines d'aménorrhée. Ouais, c'est ça. Voilà. Et au Japon, par exemple, eux, c'est 39 semaines d'aménorrhée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déclenchements et de césariennes qui se font. Et en Angleterre, c'est 44 semaines d'aménorrhée. Donc souvent, quand on met la pression aux mamans au bout de 42 semaines en disant que ça va être trop tard, que le liquide amniotique il va s'abîmer, etc., en fait, c'est faux. Oui.
Et donc, en fait, cette date, voilà, déjà, elle pose problème parfois dès le début parce qu'il va y avoir des parents qui vont dire c'est curieux cette date, ça correspond pas tellement avec ce qu'on avait en tête. Et puis on va dire non, je vous ai fixé. on va déjà dire en couple, non, vous savez pas. Pourtant mon mari est en déplacement et moi aussi, donc on n'était pas ensemble. Et donc ça peut être très important en fait cette date, qu'elle soit quand même débattue si le couple pense que c'est pas ça, parce qu'en fait ça a un impact sur les dépassements de terme. Et oui. Donc coiffeuse, doula, et tu fais aussi, alors à la fois dans le cadre de ta profession de doula, mais aussi à côté, tu fais du massage Rebozo. Ouais, c'est ça, je suis praticienne Rebozo. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Alors je suis venue au Rebozo par ma casquette de doula. En fait, je voyais que les doulas utilisaient beaucoup ce tissu, le Rebozo. J'ai dit tiens, je vais aller voir. Donc le Rebozo, c'est un châle mexicain. C'est un tissu ancestral qui vient d'un peuple autochtone du Mexique et donc qui est tissé à la main. Donc en fait c'est un objet quand même de valeur pour ce peuple. Et donc il a traversé l'océan et on s'en sert, donc eux s'en servent de femme à femme. C'est un objet de valeur qu'on se transmet dans les familles. Et donc, où ils font des rituels de passage, tels que la naissance. D'accord. Où ils vont faire... Donc, en Europe, c'est le rituel Rebozo qui est appelé. Et donc, où on va faire différents points de serrage sur le corps pour honorer un passage, quel qu'il soit. Et donc moi, je pratique pas ce rituel Rebozo, mais je masse avec le Rebozo. Donc, il peut être utilisé dans d'autres pays pour porter les bébés. Enfin voilà, ce châle, il est utilisé pour plein de choses. Et donc, quand j'ai découvert le massage au Rebozo, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et pour la petite histoire, le tissage est très enveloppant. Il peut porter une charge importante sans céder. Et c'est vrai aussi pour le cheveu. Donc dès que j'ai entendu ça, j'ai dit mais il y a un truc. Encore un lien. Il y a un truc, c'est fou parce que le cheveu aussi, il peut porter n'importe quel poids avant de céder. Et j'ai dit il y a quelque chose. Et donc quand j'ai commencé à le ressentir sur moi, j'ai dit c'est génial. Enfin, ça a été vraiment un coup de cœur. Et puis petit à petit, j'ai fait de la place dans mon agenda pour le faire. Et donc je l'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Pour juste un temps de détente ou parfois désamorcer aussi une période de stress ou pour revenir au corps. C'est vraiment... Moi, je trouve que le Rebozo, sa grosse force, sa magie même, c'est de revenir au corps en quelques secondes. Ouais. Et, parce qu'il va amener de la contenance, il va amener des fois du serrage s'il y a besoin, des bercements. Revivre des bercements, c'est magique. Oui. En tant qu'adulte, on ne vit plus après. C'est vrai. Et après, quand on réexpérimente, on se dit mais oui. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté qui ramène au corps, qui ramène à l'intérieur de soi et qui permet de tout de suite s'apaiser et puis relâcher. Oui, je crois que je t'en avais parlé déjà, mais alors maintenant ça a été interdit malheureusement en France, mais à une époque on utilisait des linges mouillés par exemple dans lesquels on serrait les psychotiques, notamment après des crises, pour qu'ils apprennent à ressentir leur corps. Alors c'était mouillé avec de l'eau froide justement pour qu'ils ressentent vraiment leur corps. Et comme toute bonne pratique, ça a été interdit en France dans les hôpitaux psychiatriques, mais ça marchait vraiment très très bien. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui on perd de cette contenance. Et que c'est intéressant de pouvoir la retrouver et que ce retour aussi à soi, à son corps qui est quand même notre premier élément de consistance et de contenance, c'est important. Et c'est vrai que du coup il est tellement enveloppant, on peut masser, on peut porter, bercer, il a plein
Oui, ça a des vertus thérapeutiques, j'imagine, psychiquement sur les gens aussi. Oui, j'ai constaté des fois, au fil des soins que j'ai pu donner, j'ai reçu des fois des femmes qui n'étaient pas du tout dans un temps de naissance. Elles vivaient plutôt d'autres passages où il y a eu des retours assez incroyables. Et une femme auquel je pense qui a vécu des troubles alimentaires et qui était plutôt en phase de guérison, de rémission sur ses troubles. Et du coup, elle a fait ce soin et on est en fait après ses retours ça a été ça y est, j'ai refait les magasins, je suis retournée à la salle de sport. La connexion au corps elle s'est refaite. Elle est assez forte. Et puis parfois voilà, comme tout soin il va y avoir des émotions qui vont sortir. À ce moment-là, le serrage du bassin, il est quand même assez symbolique, il est quand même assez fort sur... si j'offre un soin au rebozo et qu'il y a un serrage du bassin, donc ça, le serrage du bassin, il peut être fait tout de suite après la naissance pour ramener le bassin, ramener les tissus, inviter les fibres à se rassembler là où ça a été très étiré. Et donc ça peut être fait tout de suite après la naissance. Et ça peut être aussi fait beaucoup plus tard. Et quand c'est fait beaucoup plus tard, il y a aussi quelque chose qui se passe pour la femme qui ne l'a jamais reçu, où certaines disent des choses très très fortes, qui disent mais j'ai eu l'impression de revivre telle naissance qui a été assez difficile en fait, je l'ai ressenti, il y a des choses que j'ai revécues, c'est assez incroyable. Donc il n'y a pas de moment pour recevoir un serrage de bassin d'ailleurs. Et ça peut être fait soit uniquement comme ça ou au fil d'un soin. D'accord. Ok. Bon, c'est passionnant tout ça. Et toi, tu te sens comment avec ces trois casquettes d'être dans... Alors, même s'il y en a une, le soin rebozo qui est très lié au soin de doula, et dans ce que tu dis, j'entends que finalement... j'allais dire, il y a un cheveu conducteur à chaque fois. Carrément. Il y a, en tout cas, il y a quelque chose finalement on pourrait penser qu'à chaque fois tu fais des grands écarts et finalement c'est quelque chose qui se fait très naturellement et très logiquement presque. Oui. Et je le vis très bien dans l'organisation parce que justement il y a toujours, je pense que c'est quelque part ce fil conducteur et ça amène un peu moins de routine dans mon quotidien et puis le public reste beaucoup la femme en fait principalement, même si bien sûr au salon on reçoit des hommes et bien sûr dans mes accompagnements j'intègre les hommes parce que c'est très important aujourd'hui d'ailleurs de mettre en lumière les papas qui ont été beaucoup trop un petit peu mis un peu sur le côté et donc mais la femme est au centre en fait de mon quotidien et du coup je prends beaucoup de plaisir à accompagner les femmes et au salon coiffure et en soins rebozo et en accompagnement doula. Très bien. Alors je mettrai en dessous le lien vers ton site, vers ton salon de coiffure aussi pour que les gens puissent te contacter. Moi, j'invite vraiment les gens pour avoir testé avec toi. Alors, j'ai pas testé le soin rebozo, mais ça me fait très envie et je pense même l'offrir à mon homme. Voilà, je me dis que ça peut être très intéressant aussi. Mon premier cobaye, ça a été mon homme en soin rebozo. Maintenant, il râle parce qu'il n'en a plus. J'en veux d'autres. Et pour te connaître aussi, je sais que les gens peuvent venir vers toi en confiance. Tu es quelqu'un il y a beaucoup de douceur chez toi et en même temps, il y a un vrai professionnalisme. Je te sens très engagée dans ce que tu fais. De plus en plus. Et puis avec le soin vraiment d'être là pour les gens, j'aime beaucoup ta posture. Voilà, je trouve que tu es droite et douce en même temps. Il y a les deux qui sont là. La force et la douceur qui... Voilà, au service des gens. Ouais. C'est un beau parcours que tu as en tout cas. Et... Tu n'y es pas pour rien, Catherine. Merci.
Voilà, en tout cas, j'invite les gens à venir et se faire coiffer s'ils veulent être bien coiffés, bien pris en charge. Moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me coupe enfin les cheveux correctement. Ah, merci. Parce que mes cheveux frisés, c'est pas toujours évident. Donc, être bien coiffé, bien accompagné dans la coiffure, dans ce qu'ils veulent, bien pris, une belle prise de soin aussi, un bon moment de détente et de bien-être. Voilà, avec des bons produits. Et puis, les couples qui se demandent comment faire voilà, pour l'accompagnement de la maternité, ou les mamans qui se sentent un peu seules, perdues après justement cet accouchement, appelez, contactez Marie, vraiment vous serez entre de très très bonnes mains, et puis venez goûter le soin Rebozo. Voilà, je te remercie Marie. Merci Catherine.